Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui lors de cette journée internationale de professeurs de français. Je suis très ravie d'être avec vous et j'espère que cette conférence vous retrouve tous en bonne forme malgré voilà, le contexte actuel. Eh bien, j'ai intitulé ma conférence aujourd'hui «Changement de pratique en FLE à l'heure du numérique». Mais je vais peut-être commencer à me présenter brièvement. Je m'appelle Sophie Haussmann et je suis maître de conférence au Centre de linguistique appliquée, que vous retrouvez juste derrière moi, de l'Université de Franche-Comté. Je suis donc très contente d'aborder avec vous cette période, même si l'heure du numérique est un peu dépassée, hein, on parle du numérique depuis maintenant presque 40 ans, hein, les premières expériences autour de l'apprentissage assisté par ordinateur datent de 1960, mais j'ai quand même choisi ce titre-là pour aborder avec vous cette période où vraiment on a vu les paramètres didactiques complètement bousculés, où enseignants et enseignés, enfin, et apprenants ont dû se réinventer, intégrer des environnements de travail différents, et puis bah, on a assisté quand même à un grand changement de pratique pour les enseignants. Donc, j'ai construit mon plan autour de quelques axes qui vont aborder avec vous un regard panoramique, rétroprospectif et prospectif. C'est intéressant de voir avec vous un retour d'expérience sur tout ce que vous avez vécu pendant cette période-là, à savoir quelles sont les plus-values pédagogiques, la valeur ajoutée que le numérique vous a apporté dans votre enseignement, quelles sont les limites que vous avez également constatées. Nous allons voir quelques scénarios, quelques ressources, des outils, des dispositifs et des environnements numériques. Nous allons après discuter un peu autour des pratiques nouvelles de ce rôle d'enseignant qui s'enrichit, on va dire, qui évolue, qui progresse aussi. Et puis, je terminerai sur brièvement un retour sur une rénovation des approches de l'enseignement-apprentissage de FLE. Eh bien, je pense que vous avez quand même pendant cette période-là, pendant 10 mois, constaté qu'est-ce que le numérique peut nous apporter en termes de plus-value pédagogique à notre enseignement, en termes de valeur ajoutée. Donc, effectivement, on a pu voir qu'avec le numérique, on peut faire la rupture de 3 temps, de 3 unités, temps, lieu et action. On peut être, ben voilà, nous sommes tous ensemble dans le monde entier aujourd'hui et on est tous réunis en direct, mais on peut également travailler en mode asynchrone et on peut également, bien évidemment, individualiser le rythme et individualiser le parcours de l'apprenant. Donc, on peut, bien évidemment, si vous avez un apprenant qui vous demande des ressources précises pour travailler le DELF B2, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir lui proposer un parcours de soutien ad hoc pour ses besoins, où vous allez récolter des ressources, des outils. On va voir concrètement avec des exemples tout de suite comment on peut agencer tout ça. Numérique et collaboration, je pense que vous avez quand même aussi vécu cette expérience de collaboration en ligne où on peut agir ensemble, où on peut avoir vraiment un plaisir d'apprendre ensemble et engager un travail à distance où tout le monde s'implique. Je pense que les enseignants ont triplé d'imagination hein, ces derniers temps et on va essayer de croiser nos idées au sein de cette conférence pour enrichir justement notre réflexion. C'est le but de cette conférence-là, c'est d'avoir ce regard prospectif également. Numérique et sociabilisation, c'est tout le côté du web social, hein, tout ce qui nous apporte, le web social, les réseaux sociaux, les sites communautaires, comment on peut les intégrer dans notre enseignement, comment on peut en tirer profit. Donc, on va donner des exemples immédiatement.
Alors, numérique et autonomie, c'est vrai que pendant cette période-là, on a vu également nos apprenants en ligne et on a dû les accompagner dans un parcours d'auto-formation un peu, hein, parce qu'on ne pouvait pas euh, transposer le modèle présentiel en ligne. Donc, nous avons dû quand même voilà, les accompagner vers l'autonomie, vers cette co-construction, cette co-construction de savoir. Et ça a été pour nous une expérience quand même enrichissante de voir comment eux, ils s'organisent dans ces environnements numériques, comment ils se repèrent, et bien comment également voilà, ils vivent cette expérience-là. Numérique et réflexivité, c'était quand même l'occasion pour nous d'expérimenter beaucoup de pratiques, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de se poser un peu pour réfléchir sur comment je peux mettre en place des pratiques que j'avais en présentiel, comment je peux la mettre à distance. Donc, je pense qu'on a quand même pu avoir une réflexion sur nos pratiques croisées avec l'environnement numérique. Et ça, c'était enrichissant, je pense, pour la communauté enseignante. Alors, bien évidemment, quand on parle du numérique, on parle tout de suite d'innovation, mais quand je parle d'innovation ici, ce n'est pas au sens de transformation de nos pratiques. Je pense qu'il faut vraiment modérer ce terme d'innovation et le renvoyer à un sens un peu plus raisonnable, à savoir notre but de faire évoluer l'existant. C'est tous les jours, on essaye de lancer des actions et petit à petit, on essaye de faire évoluer l'existant au niveau didactique, pédagogique et organisationnel. Mais je pense que vraiment cette période-là a été marquée par les enseignants, par une grande période d'expérimentation. Hein. J'ai vu les retours des enseignants, même au CLA, où ils parlaient vraiment que le numérique a été une occasion d'expérimenter des pratiques, de lancer des idées, de tester malgré hein, le contexte. Alors, bien évidemment, ce sont des points positifs, mais c'est intéressant aussi de voir les points, les limites du numérique. Et donc, pour cela, j'ai choisi une photo d'une personne qui s'est laissée pousser la barbe, hein, parce que je peux bien penser à vous, hein, vous avez tous vécu ces contraintes techniques, vous avez tous vécu ces changements d'outils et puis cette surcharge sur les réseaux. Vous savez, les réseaux Internet, une fois qu'on est passé en télétravail, bien évidemment, on a vécu un moment où les bandes passantes étaient saturées et les classes, les outils ne guet hein, dans la plupart du temps. Donc, c'était très pénible hein, quand même comme période pour nous tous. On n'est pas tous égaux hein, face au numérique par rapport au matériel, mais par rapport aux compétences aussi. Hein, on a dû tous monter en compétences, prendre en main les outils en triple vitesse. Hein. On a pu vraiment s'adapter à l'environnement, adapter, voilà, vaincre la distance, essayer vraiment, je vois les enseignants qui parlent vraiment de comment soutenir le regard, comment on peut vaincre ce lien affectif que nous avons et qui marque vraiment nos classes de FLE, hein, ou nos classes de langue. On a cette particularité d'avoir un échange affectif, culturel, social, très enrichissant avec nos apprenants. Donc, effectivement, vaincre la distance, ça a été aussi un défi pour nous. Hein. Et puis voilà, le défi le plus, bien évidemment, conséquent, c'était la réorganisation du contenu, comment on va pouvoir justement proposer des activités où on occupe l'espace, comment on peut animer les interactions orales, comment on peut dynamiser le classe avec des scénarios qui permettent voilà, de lutter contre la passivité des participants. C'était pour nous un vrai défi de lutter contre cette passivité. Certains apprenants, ils disaient, bon, on regarde la classe virtuelle comme si on est devant la télé. Mais justement, les enseignants
tripler d'efforts tous les jours pour innover, pour voilà, trouver des activités ludiques, des activités interactives pour qu'ils puissent intéresser les apprenants et puis voilà, vaincre aussi l'abandon. Donc voilà, on a vécu quand même pas mal de limites, pas mal de contraintes et on mérite vraiment notre journée là. On mérite une journée pour nous. Donc voilà, malgré tout, voilà, je vais être un peu sur un discours positif parce qu'on est là aussi pour assister à une ouverture des pratiques, enfin une ouverture des praticiens de nouvelles pratiques pédagogiques, à une évolution et une diversification des pratiques. On a pu voir quand même que le numérique nous propose des modalités très diverses, du présentiel enrichi, le cours hybride où on va mixer présentiel et distanciel, des enseignements comodales, des enseignements bimodales. Donc, on a pu vraiment expérimenter ces modalités-là. Et puis, on a vu des cours en ligne, synchrone, asynchrone, dans plusieurs environnements, hein. On va en discuter là. Mais c'est ça aussi qui nous a apporté la richesse, hein, c'est qu'on a un peu été dans plusieurs environnements différents et à chaque fois, on essayait de prendre en main cet environnement d'un point de vue technopédagogique. Voilà. On peut bien évidemment proposer des dispositifs de soutien, comme je viens de le dire, des ateliers de conversation, des parcours d'apprentissage en autonomie. La palette est très très large. Le numérique vraiment ne peut nous apporter cette souplesse et cette diversification de modalités de formation. Alors, je sais que depuis une quinzaine d'années, les enseignants, ils ont cette habitude de travailler avec les ressources en ligne. Vous avez tous cette compétence de didactiser, depuis une vingtaine d'années, hein, de didactiser des ressources authentiques et de pouvoir s'appuyer sur les sites grand public pour proposer des scénarios pédagogiques qui sont authentiques, hein, et qui vont permettre à l'apprenant de naviguer d'un site à un autre pour pouvoir construire une tâche finale. Donc, je pense que ça c'est parmi les scénarios qu'on pratique tous les jours, même en présentiel. Je suis aussi sûre que les enseignants, depuis une quinzaine d'années, pratiquent bien le travail à partir des ressources pédagogiques en ligne prêtes à l'emploi, comme les sites de TV5 Monde, RFI, Bonjour de France, Franc-Parler, et même la nouvelle plateforme pédagogique du CLA qui vient d'être inaugurée aujourd'hui. Vous allez trouver beaucoup de ressources également prêtes à l'emploi. Donc, on a cette habitude, bien évidemment, avec ces ressources en ligne-là. Je ne sais pas si vous connaissez ce moteur de recherche. Je vais vous mettre le lien de Fred dans le chat. Donc, c'est un moteur de recherche dédié à l'apprentissage du français et en français. Il va vous permettre, comme Google exactement, quand vous tapez un mot-clé, par exemple, vocabulaire, lexique, ou bien B1, ou bien DELF, eh bien, vous allez pouvoir trouver toutes les ressources qui vont vous permettre de travailler en classe, en ligne. Et ça, je pense que ça peut quand même économiser beaucoup d'énergie. D'accord. C'est-à-dire, une fois que vous avez trouvé une activité intéressante, vous pouvez mettre le lien dans le chat pour vos apprenants. Ils vont certainement sortir de l'environnement classe virtuelle pour la travailler, mais ils vont pouvoir revenir pour échanger avec vous. Comme exactement, vous êtes en classe et vous donnez les copies, hein, et ils vont prendre un moment pour le travailler. Moi, je pars vraiment de cette expérience en présentiel où on peut vraiment voilà, laisser les apprenants un temps pour qu'ils puissent travailler en dehors voilà, de l'enseignement en direct et puis ils reviennent pour échanger. Donc voilà, alors après, on a pu pendant cette période-là voir qu'on a envie également nous-mêmes de créer nos propres ressources, de proposer des ressources interactives multimédia qui vont dynamiser un peu la classe. Et je pense qu'il y a quelques années, effectivement, je ne recommandais pas trop que les enseignants fassent eux-mêmes leur scénario parce que les ressources étaient compliquées. Hein. On avait
avez besoin d'un informaticien qui va mettre l'écran noir, qui va coder, qui va vous redimensionner l'image. Donc, c'était pour nous un vrai défi. Alors que maintenant, on peut en 3 minutes monter une série d'activités très facilement. Je vais vous donner du tutoriel tout de suite, mais une fois on va voir les applications. Donc là, je viens de penser par exemple à Maradona qui nous a quittés hier et cette volonté des enseignants peut-être de monter une séquence autour de lui, une séquence autour d'un thème sportif. Donc on peut avoir cette volonté de traiter un thème d'actualité et qui n'est pas encore présent en ligne. Et ça, c'est vraiment possible à travers les outils et les applications qui sont maintenant disponibles en ligne gratuitement. Je sais que quand vous avez vécu cette période-là, vous avez eu en main plusieurs types d'outils et c'était un peu, si vous voulez, un moment de panique. Alors, je choisis lequel, qu'est-ce qu'il fait celui-là, quelle fonctionnalité. Je préfère par ce diapo-là préciser les différents usages des outils et de vous aider à faire cette distinction entre les différents usages de ces applications-là. On a les outils de communication, on a Viber, Skype, WhatsApp qui nous ont quand même bien dépanné une fois que la plateforme de visioformation peut-être était un peu saturée. Donc, ce sont des outils de communication, mais ils ne peuvent pas offrir toutes les fonctionnalités que les outils de visioformation offrent, comme Global ou Zoom, Cisco Webex, Teams. Voilà, donc ces outils-là sont des outils de classe virtuelle, de webinaire, et ils vont nous permettre d'assurer une visioconférence. Il y a des outils de collaboration, ce sont les outils qui nous ont permis de vraiment dynamiser un peu la classe. On va voir des exemples tout de suite de ces outils-là, comme Padlet par exemple. Des outils aussi de partage, mais ce qui m'intéresse également, ce sont les outils d'édition et les outils de diffusion. Il faut distinguer ces deux types-là. Les outils d'édition, ce sont les outils qui vont vous permettre de créer des activités, qui vont vous permettre de mettre en ligne le contenu. Et puis, les outils de diffusion, c'est les outils qui vont vous permettre de diffuser le contenu, comme les plateformes de formation. Je mettrai aussi les outils de visioformation comme outils de diffusion du contenu. Et là, les fonctionnalités sont très diverses et l'application, elle se développe tous les jours. On a tous les jours une fonctionnalité différente. Donc, voilà, c'est ça qui permet également. Alors, je reconnais que la plus grande majorité d'entre eux, ils nous permettent de produire, de s'organiser, de communiquer, d'évaluer. Je suis d'accord, mais c'est important quand même de distinguer qu'il y a des outils qui sont dédiés à des vidéos, l'édition des vidéos, par exemple, Edpuzzle, c'est un outil pour, ou Powtoon, ce sont des outils pour la didactisation des vidéos, d'accord, ou bien l'édition des vidéos également. Il y a des outils qui vont nous faire travailler l'image, qui vont nous qui vont nous permettre d'offrir des ressources multimédia. Donc, ce terme, il est toujours d'actualité. Les ressources multimédia, ce sont les ressources texte, image, audio, vidéo, animation. Donc, c'est ça qui montre aussi la plus-value du numérique. Ce n'est pas du tout comme un ouvrage ou un manuel où on ne peut pas cliquer, on ne peut pas écouter si on n'est pas dans un contexte en ligne. Alors, comment choisir dans cette palette d'outils très, très diverses? Eh bien, moi, j'ai mes propres critères, si vous voulez, et j'ai toujours recommandé aux enseignants de choisir des outils gratuits, des outils faciles, intuitifs, accessibles aussi. Il y a quand même des outils qui sont robustes, fiables, que j'ai mis ici dans ce diapo-là. La gamme Google est une gamme très robuste, bien évidemment. D'autres outils qu'on pratique tous les jours, Padlet, Learning Apps, voilà. Donc, ce sont des outils aussi qui sont caractérisés par la simplicité. Et c'est ça qui m'intéresse, si vous voulez. Ce n'est pas la peine de vous recommander des outils hors ligne et après, on va entrer en ligne une fois qu'on a fini le travail. Je pense que maintenant, nous avons des outils qui nous permettent d'offrir jusqu'à 20 types d'activités. Voire plus avec l'oral. On peut travailler, on peut agencer une séquence autour d'un thème, le cinéma,
Maradona, par exemple, hein. Donc, on peut travailler l'appariement, l'association, le groupement, le QCM, le lacunaire. On peut le travailler aussi avec plusieurs variantes, hein. Le lacunaire, on peut le travailler aussi en menu déroulant, en texte à trous, voilà. Identification, localisation. Donc, ça, c'est un panorama très varié des activités interactives en ligne, mais s'ajoute à ça des matrices de jeux également qui sont disponibles et qui sont à votre disposition. Là, regardez, je vais vous diffuser immédiatement sur le chat un tutoriel que j'ai fait pour cet outil qui s'appelle Learning Apps, qui est utilisé par, je dirais, 75% des enseignants dans le monde maintenant le connaissent, et voilà, il se présente d'une manière très simple, hein. Vous avez une idée, vous prenez un formulaire, vous le renseignez, vous le sauvegardez, vous le partagez à tout le monde. Et là, il vous donne effectivement, regardez, des formulaires. Bah, il faut juste les renseigner, hein, pour le classement, l'ordre simple, le QCM, le texte à trous. Et la plus-value pédagogique de ces outils-là, c'est qu'ils vous proposent des fonctionnalités qui vont travailler les supports, à savoir des supports écrit, oral, audio, vidéo, image, synthèse vocale. Donc ça, c'est une grande variété. Là, j'espère que vous avez réussi, enfin que vous avez reçu ce lien de Learning Apps, ce tutoriel, hein. Vous m'excusez, je ne souris pas trop sur ce tutoriel-là, mais en 5 minutes, ça vous explique comment il fonctionne. Voilà, regardez le rendu final. Si vous avez un portable avec un smartphone avec code QR, je vous invite à flasher ce code QR et vous allez voir que une fois qu'on a fini l'activité, ça c'est un texte à trous au menu déroulant, bah, vous allez voir que il est disponible sur votre smartphone une fois que vous avez flashé le code QR. Et l'accessibilité aussi est très intéressante, hein, parce qu'on peut le mettre, on peut le donner sous plusieurs formats, c'est-à-dire un lien, un code QR, il peut s'intégrer avec le code embed dans la plateforme de formation que vous choisissez. Et voilà, il peut vraiment être hors ligne, même dans les environnements low-tech, on préfère vraiment de mettre à disposition les ressources en PDF. Et voilà, donc là, c'est un exemple d'une étudiante du master au CLA qui a agencé une série d'activités autour d'un thème qu'elle a appelé le voyage, le thème voyage, pour un public adolescent. Et elle a conçu ces activités sur Learning Apps et elle les a tout simplement hébergées, hein, dispatchées sur l'outil Padlet. Donc, je vous invite également à flasher le code QR et vous allez constater que voilà, on peut agencer une série d'activités qui travaillent un thème avec un niveau précis et que nous avons élaboré sur un autre outil. Voilà, on peut la rendre disponible sur un outil de collaboration comme Padlet. On a des ressources, enfin des outils, des applications qui nous permettent de faire des vidéos, de couper la vidéo, de la didactiser. Donc là, je vais vous mettre un lien pour les ressources complémentaires. Ils fonctionnent tous de la même manière, à savoir, vous créez un compte, qui sont très intuitifs. Franchement, quand je vois parfois des tutoriels qui infantilisent un peu les enseignants, on a tous maintenant des compétences assez poussées en numérique. On a depuis des années, on pratique depuis des années les réseaux sociaux, on a tous cette pratique de partager, créer l'info, éditer. Donc, les choses sont très simples maintenant et j'espère que vous avez reçu ces ressources complémentaires dans le chat. Voilà. Pendant cette période également, vous avez pu peut-être visiter ou toucher de près différents dispositifs, différents projets numériques pour l'apprentissage des langues. Je sais que vous étiez dans plusieurs environnements numériques, à savoir des plateformes de formation en ligne, Apple, Moodle, mais vous étiez aussi dans des classes virtuelles. Eh bien, ça a permis également de voir ces deux environnements, asynchrone et synchrone, et de pratiquer plusieurs types d'expérimenter plusieurs pratiques.
Vous avez peut-être pu voir aussi qu'on peut même tester le niveau des apprenants en ligne à travers un test qui va vous permettre, qui va défiler un certain nombre d'items et qui à la fin va pouvoir dire vous êtes de niveau A1 ou A2, quelles sont vos lacunes langagères, sur quoi vous devez travailler. Donc ça, c'est intéressant de voir également que le test de positionnement peut se faire aussi en ligne. Euh, J'espère que vous avez eu l'occasion également de voir quelques manuels qui sont numériques, quelques méthodes numériques, et je salue vraiment les maisons d'édition qui ont épaulé les enseignants pendant cette période-là, qui ont ouvert énormément de ressources et des manuels gratuitement à tous les enseignants. On a vraiment cette chance d'avoir des maisons d'édition en FLE, précisément, qui nous accompagnent vraiment. Donc, voilà, je pense que vous avez peut-être pu voir comment on peut construire une séquence en ligne qui n'est pas totalement difficile. Hein. Voilà, c'est vraiment une série d'activités et puis une tâche finale et on va pouvoir justement médiatiser ce contenu. Je pense que la majorité d'entre vous ont pu assister à des MOOC, connaissent les communautés Web 2.0. Les MOOC, on sait qu'il y a deux types de MOOC. Hein. Le Massive Open Online Courses, on a les MOOC qui sont là pour enseigner le français, et puis les MOOC pour la formation des enseignants. Donc, on est concerné par deux types de MOOC. Il y a des MOOC qui vont nous former aussi au numérique en langue, il y a des MOOC qui vont nous former à la pédagogie en FLE, il y a des MOOC qui vont aborder avec nous quelques pratiques innovantes, il y a des MOOC aussi qui vont enseigner de niveau A1 à niveau B2 ou C1, le français. Je pense surtout à des MOOC que les alliances françaises ont pu mettre sur la plateforme FUN. Et puis, les communautés d'apprentissage, Babel, Bouzou, LiveMocha, je pense que ces dispositifs-là sont utiles à mettre en place. Là, je reviendrai sur des outils également qui sont disponibles pour travailler l'oral spécifiquement. Hein, ce projet qui s'appelle SpeakApps, qui a développé plusieurs fonctionnalités audio et vidéo pour pouvoir justement travailler au sein d'un environnement comme Moodle, l'interaction orale, la production orale. Nous avons une collègue également au CLA passionnée par l'oral et que je salue, Régine Yorka, maître de conférence au CLA, et qui a mis à disposition à tous les enseignants des capsules vidéo et des activités qui travaillent l'oral. Ils sont tous disponibles sur Eureka, la plateforme du CLA, et vous allez voir comment elle a son approche pour travailler l'oral en ligne. Vous avez peut-être aussi également lancé des jeux en ligne, sachant que l'appli que je vous ai donnée là tout à l'heure, le tutoriel, c'est une appli qui travaille aussi les jeux. Il y a des matrices de jeux, hein, les portfolios, les ressources éducatives en ligne. Et donc, je pense que vous avez pu, pendant cette période, avoir un panorama très large de ce qui existe déjà dans notre domaine en termes de produits numériques qui vont nous permettre de faire évoluer un peu le contexte, même en présentiel ou en hybride. Alors, on a bien évidemment vu qu'après tout ce panorama que le rôle de l'enseignant s'enrichit. Alors, le rôle d'enseignant s'enrichit avec le numérique. C'est vraiment intéressant de voir que, pour commencer, on est devenus des magiciens. Vous allez voir, je vais boire l'eau et je peux cacher le verre. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire, effectivement, on a pratiqué plusieurs types de compétences. On est monté en compétences pour concevoir des ressources, pour prendre en main des outils de création, des outils d'édition. On a vu que vous prenez tous les jours les fonctionnalités des classes virtuelles, à savoir le TBI en ligne, comment créer des sous-groupes, comment donner la parole à tel ou tel apprenant. Donc, on était vraiment dans un rôle aussi de médiatiseur
superviseurs chargés de la mise en ligne du contenu, et puis tout le travail d'animation, de tutorat, d'ingénierie pédagogique numérique. Donc, on a quand même enrichi la palette d'enseignants, on est monté en compétences et on a pu voir une diversification des pratiques pédagogiques depuis 10 mois. Qui me rend vraiment très heureuse parce que effectivement le numérique était pendant une longue période optionnelle et puis il est devenu incontournable pendant cette période-là. Et là, les enseignants n'avaient pas beaucoup le choix que de travailler en ligne. Voilà, l'enseignant concepteur, c'est celui qui va organiser son cours, concevoir des ressources et des activités, animer les activités pédagogiques, communiquer, planifier avec les apprenants, les accompagner au sein de l'environnement numérique, maintenir aussi leur interactivité. Ça, c'était le plus grand défi, hein. Et ça arrive à tout le monde, hein. J'étais en classe virtuelle il y a juste 3 jours et certains étudiants ont pris l'initiative de fermer webcam et micro. Donc bon, au début, après j'ai donné la parole à une des étudiantes qui m'a écrit dans le chat et elle m'a dit ah non, je veux pas parler, je ne veux pas activer ma webcam. Euh, j'ai essayé justement de leur dire que c'est comme si on est dans un amphi, comme si on est dans une classe. Je vous donne la parole. Est-ce que vous allez me dire ah non, je ne veux pas parler là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc on rencontre ces résistances parfois des apprenants, et puis on essaye vraiment justement de maintenir leur motivation. L'enseignant-tuteur, voilà, c'est tout le travail des tutorats avant, pendant et après la formation. Le tutorat d'une formation asynchrone est fondamental, ça impacte l'expérience de l'apprenant en ligne. Si l'apprenant il a l'identifiant et le mot de passe, et il va entrer dans une comment dire, dans un espace de cours tout seul où il va se repérer tout seul, c'est quand même assez pénible pour lui, hein, de prendre en main cet environnement. C'est important que le tuteur soit là pour l'accueillir, pour le guider, pour l'accompagner et pour lui présenter le dispositif et lui proposer les ressources. Donc, je vois vraiment mal parfois des formations en ligne qui démarrent sans une classe virtuelle qui commence par l'explication de comment le cours va se dérouler, comment les ressources, quel est le scénario du cours, quels sont les outils qui vont pratiquer les apprenants. Donc, c'est important cette mise en situation, cette prise en main avant la formation. Et puis, pendant la formation, le tuteur qui va tutorer son contenu ou pas, c'est la personne quand même qui va communiquer avec les apprenants, qui va fournir les ressources et animer les activités pédagogiques. C'est tout l'accompagnement aussi affectif, tout l'accompagnement motivationnel. C'est le tuteur qui sera aussi là à la demande ou bien tout le temps présent. C'est lui qui va animer proprement la formation en ligne et maintenir la présence de l'apprenant, la participation de l'apprenant. Alors, l'enseignant animateur aussi, on était presque tous dans des situations de classe virtuelle. On a été tous à bien se préparer, à scénariser nos cours, à structurer le contenu, à agencer le travail, à pouvoir repenser la maquette du cours, repenser les différents supports du cours. On a dû aussi chronométrer les activités pédagogiques. En classe virtuelle, les choses peuvent aller, voilà, une prise de parole peut être monopolisée. Il a fallu aussi vraiment ne pas s'éterniser sur des activités pédagogiques et puis animer avec dynamisme surtout, hein, et pouvoir tirer profit au maximum des fonctionnalités proposées par l'environnement, par l'outil de visioformation. Donc, bien évidemment, on a assisté à des outils qui sont très, très poussés, je veux dire, qui peuvent vous permettre de partager les différents supports, qui peuvent vous permettre de partager votre écran, de faire le chat, le TBI, constituer des groupes, scénariser
le cours aussi. Il y a des, comme vous le savez, hein, il y a des outils d'édition qui sont intégrés dans les plateformes. Il y a des outils pour éditer la vidéo à l'intérieur de la plateforme. Donc ça a permis aussi effectivement de proposer des tâches stimulantes à réaliser aux apprenants. On a tous eu les défis de favoriser l'interaction à travers des travaux collaboratifs, des rencontres en temps réel, et on a pu également aider les apprenants à s'organiser parce qu'ils passaient à une période où l'autonomie était très importante pour qu'ils puissent justement, on attend d'eux un certain nombre de tâches, hein. On attend d'eux qu'ils participent, on attend d'eux qu'ils prennent connaissance des ressources qu'on leur donne, on attend également qu'ils communiquent avec nous et avec leurs collègues, leurs camarades. Donc, c'est important. On a attendu un certain nombre de tâches, mais c'était aussi important de soutenir les apprenants qui rencontrent des difficultés et puis de leur, je dirais pas enseigner des nouvelles règles, mais au moins poser comme un contrat didactique en ligne, un contrat pédagogique en ligne où ils vont pouvoir justement se repérer, savoir comment l'espace de classe en ligne est partagé entre eux et l'enseignant. Et là, je vous ai mis une ressource, je vais vous mettre le lien dans le chat sur l'Université d'Avignon qui a mis un guide très intéressant autour des activités pédagogiques à distance. Il donne des exemples vraiment innovants que je vous invite d'aller voir. Au CLA également, on a eu une collègue, Claire Alsrou, qui a eu une réflexion sur ce passage en ligne soudain, hein, et elle a pu travailler avec le service de communication sur cette production du CLA autour de quelques règles à respecter, hein. Elle propose quelques règles, c'est pas du tout d'une manière moralisante, mais c'est moi quand j'ai vu ça, je me dis comme en présentiel, je me présente en tenue correcte, waouh. C'est vrai que depuis plusieurs mois, on est à moitié en tenue correcte. Et voilà, donc ça, c'était intéressant. C'est un document qui a circulé sur nos réseaux. Je vous invite à voir, mais c'est quand même intéressant que l'apprenant, au moins, il connaît un peu le contrat pédagogique pour participer à cette formation en ligne. Alors là, c'est intéressant de voir qu'on a pu pendant cette période aussi expérimenter quelques scénarios pédagogiques. Donc, je pense certains enseignants étaient très à l'aise pour sélectionner un certain nombre de ressources autour d'un thème pour faire un parcours immersif en ligne, par exemple autour de Visiter Paris. Donc l'apprenant, il va pouvoir aller sur un site pour voir le Louvre et visiter le Louvre en 3D. Il peut également aller voir les restaurants, peut aller voir les menus, les prix, il peut réserver un hôtel, il peut réserver un billet SNCF. Donc tous ces parcours-là, tous ces scénarios-là qui se préparent à partir des ressources authentiques, des sites en ligne. Je pense qu'on a cette habitude-là de leur donner ce parcours qui va leur faire vivre vraiment comme si, ce soir, vous allez aller dans un restaurant en France, et bien, vous allez justement peut-être communiquer avec le chef pour voir les recettes. Et maintenant, tous les restaurants, ils proposent cette interaction avec les clients. On peut également imaginer une série d'activités en ligne, comme vous l'avez vu sur Padlet, mais là, je vous donne également un autre lien que j'ai préparé aussi d'un enseignant qui a agencé une série d'activités autour du thème cinéma. Je ne sais pas si Théo a pu le voir. Et donc, vous allez pouvoir constater jusqu'à 20 types d'activités autour de ce thème-là qu'on peut proposer en ligne. Des tâches, des co-constructions sur un bloc comme Padlet, hein, on peut demander aux apprenants, par exemple, de travailler sur un thème comme la découverte culturelle de la France, par exemple, et on va leur mettre en ligne un blog où ils vont pouvoir tous échanger, co-construire ensemble cette découverte de la France. Et donc, ils vont mettre des vidéos, ils vont mettre des images, ils vont commenter. Donc, il faut leur donner bien les droits pour éditer le contenu, pour commenter sur ce que
leurs collègues écrivent. Donc, on pouvait aussi voir des tâches finales très, très diverses, très variées. Donc, on peut tous, voilà, que ça peut être, voilà, vous pouvez enregistrer un reportage autour de votre ville et les personnages les plus connus, vous allez le poster, vous allez interagir avec quelqu'un d'un autre groupe qui apprend une autre langue. Hein. C'est les expériences de télécollaboration aussi qui étaient intéressantes de voir qu'on peut, avec deux classes, faire travailler les apprenants de différentes cultures autour des thèmes ou autour des situations qui peuvent être, qui peuvent susciter une réaction de leur part. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est l'exemple le plus connu. Vous êtes dans un supermarché et puis vous voyez une mère qui gifle son fils, comment vous allez réagir? Bon, la culture, par exemple, américaine peut appeler tout de suite les services sociaux. Voilà, on va voir vraiment, et là, il travaille l'interaction écrite sur un forum où on va voir les différentes visions de différentes cultures autour d'une situation ou autour d'un terme. Hein. Par exemple, un mot comme individualisme, en France très mal vu, très connoté. Individualiste, c'est quelqu'un égoïste, c'est quelqu'un qui est associable. Et puis, individualisme, par exemple, dans une autre culture, c'est très positif. Hein, c'est quelqu'un de très autonome, très indépendant. Donc, voilà, on peut les faire travailler dans ces termes-là avec des formules, des scénarios de e-tandem. On peut également les amener à faire une écriture collaborative en ligne, hein, d'accord? Donc, ils peuvent aussi proposer une page pour Wikipédia. Hein. Là, je vais vous orienter sur une conférence très intéressante d'un collègue qui s'appelle Christian Olivier, qui était au CLA il y a 2 ans. Il était en ligne, mais qui a proposé plusieurs scénarios très amusantes et qui permettent justement, voilà, se retrouver en ligne pour lire, filmer des extraits ou l'atelier de conversation. Alors l'atelier de conversation, c'est intéressant. On peut le travailler en classe inversée, par exemple. On peut demander aux apprenants, on leur met sur un forum les thèmes, d'accord. On peut leur mettre différentes ressources à voir également. Et ils vont pouvoir, je donne l'exemple des grands magasins en France. Ça, c'est grands magasins en France, c'est vrai que c'est pas partagés culturellement avec les autres pays, eh bien, ils vont pouvoir aller cliquer sur des sites, ils vont découvrir le concept d'un grand magasin et comment ils vont, comment en Italie, comment ça se passe en Italie, comment ça se passe en Égypte, voilà, ils vont pouvoir échanger autour de ces différentes notions, des différents thèmes. Comment se passe Noël chez vous? Ils vont poster. Donc, une fois qu'ils ont préparé le thème, une fois, c'est vraiment déjà, ils se sont déjà bien renseignés, ils ont échangé ensemble sur un forum autour de ce thème-là, ils ont évoqué les traits culturels et les caractères, voilà, eh bien, ils vont pouvoir venir en classe virtuelle à l'oral, travailler l'interaction orale et être guidés par leur enseignant vers d'autres pistes, vers d'autres activités. Les cyber-enquêtes, les missions virtuelles, hein, c'est alors l'exemple le plus simple à donner, c'est quand l'enseignant, eh bien, par exemple, demande pose une question simple, hein, par exemple, c'est quoi le monument, le plus grand monument à Paris? Et il va donner plusieurs sites aux enseignants, aux étudiants, pardon, qui vont aller voir, ils vont piocher des informations, ils vont venir échanger, donner leur vision des choses. C'est la cyber-enquête la plus basique. Hein. Je ne suis pas en train de parler d'un scénario très poussé. Mais je vous invite à l'occasion de cette journée internationale de professeurs de français, de partager avec nous vos scénarios pédagogiques avec le numérique. J'aimerais bien que cette conférence soit encore plus enrichissante pour vous. Et j'ai envie, vous venez vous venez de plusieurs pays, de 5 continents, donc on est très heureux d'être au sein de cet événement international et on profite pour échanger avec vous sur vos pratiques, sur les scénarios les plus créatifs, les plus innovants que vous avez pratiqués ces derniers mois. Ça fait 10 mois qu'on travaille. Eh bien, si vous avez vraiment pu structurer un scénario, n'hésitez pas de flasher ce code QR et puis on va vous mettre tout de suite le lien aussi de Padlet pour pouvoir
éditer votre scénario. Alors, je remercie la direction du CLA également qui souhaite également vous faire profiter de 4 stages gratuits pour les 4 scénarios les plus innovants, les plus créatifs. Donc, vous allez participer à une formation, si votre scénario est retenu, à une formation qui va durer du 14 au 18 décembre, la formation en ligne FLE Pro. Donc, vous avez plusieurs options, vous allez pouvoir profiter d'une option, des 4 options. Donc, je vous encourage vraiment de co-construire ensemble des scénarios avec le numérique, si vous avez des expériences, même qui ont marché ou pas, que vous avez expérimenté, et vous allez nous donner aussi votre nom et prénom et votre nationalité. On va savoir vous trouver si vous ne laissez pas votre mail, mais c'est comme vous voulez, hein, c'est optionnel le mail. Donc voilà, je vous invite à commencer si vous allez cliquer sur le plus, eh bien, ça va vous permettre de donner la possibilité de nous poster une vidéo, une image, d'écrire l'expérience comme vous voulez, ou bien de faire une bande sonore comme vous voulez. Hein. Donc, c'est un espace pour vous tous à l'occasion de cette journée. À la fin de cette conférence, j'aimerais bien aussi vous faire remarquer que on s'inscrit dans un domaine où les approches pédagogiques n'ont pas évolué depuis quand même quelques temps. Hein. L'approche la plus récente dans notre domaine, on sait que c'est l'approche actionnelle qui est arrivée avec l'arrivée du cadre européen commun de référence pour les langues en 2001, hein, pour être précise. Donc, ça fait 19 ans que nous travaillons autour des approches actionnelles, et l'arrivée du numérique va permettre justement de faire évoluer les paradigmes d'enseignement, de voir des expériences qui soutiennent le constructivisme, les socioconstructivismes, qui soutiennent également des approches interactionnelles, hein, qui permettent l'interagir ensemble en ligne. Et donc, je lance aussi une réflexion que nous avons déjà au CLA depuis 2017, 2016, 2017, puisque nous invitons tous les ans, presque tous les 2 ans, des chercheurs les plus connus dans le domaine du numérique et la didactique des langues. Et nous avons eu 2 éditions jusqu'à maintenant en collaboration avec la revue ALSIC et le laboratoire Eliade. Donc, nous avons eu une journée d'études que vous pouvez visionner sans replay sur la chaîne YouTube du CLA, ou bien le colloque qui était en 2018 à l'occasion des 60 ans du CLA, intitulé Innovation pédagogique numérique et apprentissage des langues. Le but vraiment, c'est de faire évoluer les pratiques, faire évoluer les approches pédagogiques, et vous allez pouvoir trouver, voilà, on a eu 13 chercheurs, et vous allez pouvoir trouver le replay sur Eureka aussi, hein, la plateforme qui vient d'être lancée. Sachez qu'on prépare également la 3e édition de ces journées en ligne courant 2021. Donc, cette collaboration avec ALSIC nous apporte beaucoup, et c'est le lien entre la recherche, la pratique, et justement, c'est ce que nous attendons, et ça se passe presque tous les 2 ans au CLA. Donc, je vous invite d'aller sur Eureka également pour explorer les ressources. Je vous mets le lien aussi dans le chat. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette conférence.